Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews de la saison NFL sur TD Actu. Un jour une preview, les Texans au programme aujourd'hui. À mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour. Eh bien le bonjour. Grégory Richard, bonjour. Bonjour tout le monde. Les Texans, équipe à 10 victoires et 6 défaites la saison dernière, qui a rajouté David Johnson, Brandin Cooks, Randall Cobb, Brent Veil, Jalen Watkins et Eric Murray notamment. Ils ont drafté Ross Blacklock sur la ligne défensive, Jonathan Greenard au poste de linebacker, Charlie Heck sur la ligne offensive et le cornerback John Reed notamment. Ils ont perdu Carlos Hyde, Lamar Miller, DeAndre Hopkins, DJ Reader et Jalel Addae. On a ri un peu sur la preview des Eagles en disant que tout le monde pouvait se blesser entre l'enregistrement et la diffusion. Là, n'importe qui peut être échangé par Bill O'Brien, évidemment, entre l'enregistrement et la diffusion. Donc, excusez-nous d'avance si cette preview n'est pas à jour. Ou se blesser aussi, d'ailleurs. Hein. Ou se blesser aussi. On rappelle donc qu'ils ont été assez stupides pour envoyer DeAndre Hopkins voir ailleurs pour récupérer David Johnson et un choix du second tour. Tenant du titre dans leur division, ils ont gagné un match de play-off. Est-ce qu'ils ont progressé pendant cette intersaison, Raoul? C'est difficile de répondre oui. Hein. En fait, c'est quand même malgré eux les stars de cette intersaison et pourtant il y a eu le départ de Tom Brady aux Buccaneers. C'est ce qui s'est passé avec DeAndre Hopkins et David Johnson. Ça dépasse tout entendement. Maintenant, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a quand même un super bon quarterback en la personne de Deshaun Watson. Il a du matos, même si la perte de DeAndre Hopkins est, on va le redire souvent, hein, mais notable. Il y a quand même Will Fuller et Kenny Stills, plus des arrivées de Brandin Cooks et Randall Cobb qui vont pas être forcément tous des numéros 1, 2 ou même 3, mais il y a de la profondeur. Et puis, il y a quand même, si Johnson est capable de refaire ce qu'il avait fait en 2016, finalement, peut-être que Bill O'Brien aura un peu moins l'air d'un idiot. C'est pas gagné, surtout avec la ligne qu'il y a. Mais bon, il y a de quoi faire avancer le ballon quand même. J'aime bien quand tu dis s'il est capable de... Alors, je lui souhaite aussi, hein, mais quand on commence à tabler sur des perfs vieilles de 4 ans... je sais bien, mais voilà, il l'a fait une fois. Greg, je vais formuler la question différemment pour toi. Est-ce qu'il y a un autre point positif que Deshaun Watson? Franchement, offensivement, on peut être très critique sur ce qui est mis en place par Bill O'Brien, mais ces attaques sont pas souvent ridicules. Hein. Carlos Hyde l'année dernière arrivait un petit peu sur la pointe des pieds, il fait une saison à plus de 1000 yards. Sur le poste de tight end, où ils n'ont pas non plus un groupe extraordinaire, Darren Fells fait 7 touchdowns. Ils arrivent quand même malgré tout, même sans avoir un groupe, et c'est peut-être le message qu'a voulu envoyer Bill O'Brien à son équipe, j'en sais rien. Alors après, il y a la manière de le faire qui peut poser un peu de question. De dire qu'il n'y a pas forcément un joueur qui sort plus du collectif, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, c'est sûr que forcément, tu perds DeAndre Hopkins, c'est une perte non négligeable. Après, je sais pas si l'équipe va être forcément déséquilibrée. David Johnson, ça fitait pas dans le système Kingsbury. Après, en 2018, il me semble pas qu'il fait une saison infâme, mais c'est sûr que son état de forme, il y a des running backs comme ça qui posent question cette année, et David Johnson fait partie de cette liste. Je serais très curieux de voir ce que va donner cette ligne offensive. Qui a été longtemps décriée. Larry Tunsil à gauche va devoir justifier son gros contrat. Max Charping, j'aime beaucoup sur le poste de garde. Après, il y a peut-être un peu plus d'incertitude côté droit. Mais Nick Martin, par exemple, en centre, c'est costaud depuis qu'il est là. Donc, non, je te dirais pas des motifs de satisfaction, de quoi rassurer. Mais, en tout cas, il y a des pièces qui peuvent laisser penser que, offensivement, Houston sera pas si dénudé que ça. Après, alors juste une aparté, mais tu disais Bill O'Brien, le coach, est pas ridicule. Il faut dire que Bill O'Brien, le GM, fait énormément de bruit pour qu'on n'ait pas le temps de parler de Bill O'Brien, le coach. Ça, c'est quand même. C'est une stratégie. C'est une stratégie comme une autre. Après, en effet, ils sont pas ridicules, mais ils sont quand même portés par un Deshaun Watson qui est l'an dernier à 26 touchdowns, 12 interceptions, 98 dévals, qui a une lucidité incroyable dans les moments chauds, qui est maintenant le leader incontesté de cette équipe.
Moi, j'ai jamais été chaud sur ces coachs dont tu parlais, qui sont, il faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Vous allez voir, je peux vous montrer que grâce à mon système et grâce à mon génie, Je dis pas que c'est ça, mais on en peut tout cas, gagner. ça peut être intéressant. Ça peut être Ouais, mais il y a de intéressant. cette ambiance-là, quoi. Ça rappelle Chip Kelly qui dégage tout le monde à Philadelphie, ou ça rappelle ah oui, celui-là, il est trop fort, on va montrer qu'on peut gagner tous ensemble. Le problème, c'est que 5 receveurs moyens, ça fait pas un super receveur. Et j'ai rien contre Kyle Fuller, par exemple, qui est un très bon receveur quand il veut, contre Brandon Will Cooks Fuller, aussi. Will Fuller, pardon. Kiki, t'adores. Kiki, j'aime bien. Mais ce que je veux dire, c'est que Will Fuller, il est quand même très souvent blessé. Brandon Cooks, il a eu énormément de commotions dans sa carrière. Donc, il n'y a rien de sûr en plus là-dedans, Après, même dans leur profondeur, quoi. Kenny Stills, c'est un bon joueur, mais c'est irrégulier aussi. Après, ça rejoint ce que vous disiez. Tu disais que 5 receveurs, entre guillemets, moyens, ça fait pas un top receveur, je te rejoins. Mais après, ils ont le quarterback qui peut leur permettre de distribuer, justement, sur tous ces receveurs. C'est là aussi, malgré tout, l'atout que peut avoir Bill O'Brien, qui joue gros cette saison. Je pense qu'il a pas décidé de bazarder Hopkins en se disant, bon, c'est pas grave. Voilà, il sait aussi qu'il a un quarterback qui est capable de distribuer si besoin. Ouais, oui. Non, mais oui. Encore une fois, Mais non. Non, mais j'ai toute confiance. J'essaie de pas être trop négatif et je réalise que j'ai été un peu trop négatif sur l'attaque de cette preview, mais parce que je crois énormément en Deshaun Watson. C'est le meilleur quarterback de sa division. Il y a pas de problème là-dessus. Mais ça m'embête parce que si Fuller tombe, ce qui est souvent qu'une question de temps, si Brandon Cooks a une nouvelle commotion, alors ouais, il va pouvoir distribuer, etc. Mais quel était l'intérêt de lui retirer DeAndre Hopkins pour qu'il puisse avoir à sa disposition David Johnson, dont il espère qu'il jouera comme il y a 4 ans? Il y avait peut-être un coureur à drafter dans tous les cas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sacré turnover sur le poste de coureur à Houston depuis que Deshaun Watson est arrivé. C'était peut-être l'occasion en plus, quoi, derrière cette. Parce que si t'envoies pas DeAndre Hopkins, t'as quand même un groupe de receveurs qui a une sacrée gueule avec Will Fuller, avec Keke Kuti et avec DeAndre Hopkins, Darren Fells au poste de tight end. Bon, la ligne qui est en progrès, Watson, et tu draftes un Kamaker, tout ce que tu veux. Et là, t'avais une attaque qui avait quand même une sacrée allure, quoi. Donc voilà, je comprends pas quand en plus, et Dieu sait que je suis pas l'apprenti GM. Honnêtement, les choix de draft du futur, ça, en général, ça m'excite pas plus que ça. Mais là, récupérer Johnson et un second tour pour Hopkins. Ouais, non, c'est ça. Dur, Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. La forme laisse à désirer. Le fond, je demande à voir parce que ça me paraît pas totalement incohérent. Après, on aime ou on n'aime pas la logique qui a été mise en place par non, on est d'accord, Brian dans sa construction de l'attaque, mais je sais pas si c'est forcément ça qui va faire plonger le niveau offensif de l'équipe. C'est un peu dur de séparer le fond de la forme dans ce cas-là, quoi. De dire il a bazardé Hopkins pour rien. Juste pour montrer si Johnson fait une saison à plus de milliards et redevient encore une fois, oui, je suis d'accord avec toi, c'est de la projection. Mais à son top niveau, faut quand même se rappeler que c'est un running back qui a quand même de l'impact, qui est capable d'être efficace en sortie de backfield. C'est quand même c'est pas un running back unidimensionnel non plus, David Johnson. Une seule saison. Parce qu'on dit 2016 comme s'il en avait fait 15 avant, c'est une seule saison, c'est que la saison 2016. C'est sa deuxième, c'est même pas sa saison rookie, c'est sa deuxième saison, il a mis un peu de temps à progresser en plus. C'est que 2016. Donc moi je veux bien, mais un mec qui a une bonne saison dans les pattes d'il y a 4 ans, ça vaut pas DeAndre Hopkins, quoi, et un second tour. Non. Il fait 940 yards en 2018, je sais pas. Mais, dans une attaque exécrable, où il n'y avait pas de ligne offensive et pas de quarterback. Ouais, enfin, un coureur à 900 yards, tu dois pouvoir tomber dessus à la draft ou même dans la free agency. Ça vaut pas de DeAndre Hopkins, c'est ça qu'on veut dire, quoi. Tu peux pas le bazarder comme ça. Oui, mais je le répète, ils ont pris Carlos Hyde, qui pour moi est plus unidimensionnel que Johnson l'année dernière, qui s'en est sorti de manière plus qu'honorable. Donc, encore une fois, ça vend pas du rêve, je suis d'accord avec toi, et ça fait tâche de se séparer d'un tel talent comme dit André Hopkins, pour avoir la sensation de ne pas avoir grand-chose autour. Après, c'est juste dire, voilà, montre-nous ce que tu veux mettre en place, mais je ne suis pas fondamentalement pessimiste. Même si, oui, la forme laisse à désirer le fait de bazarder le meilleur joueur, le deuxième meilleur joueur de ton équipe, on va dire, au moins offensivement. Mais attention, c'est pas contre David Johnson, et il peut très bien, en effet, faire 1 milliard au sol et 500 yards dans les airs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que même à 1 milliard au sol et 500 yards dans les airs, ça valait pas le coup. C'est ça, Oui.
bon. Il faudrait qu'il soit exceptionnel pour que ça vaille le coup. Qu'il refasse 2016 en fait. Voilà. Sinon ça vaut pas. On verra le niveau des receveurs. Alors, je te trouve un peu. Randall Cobb, c'était pas mauvais l'année dernière à Dallas. Ça c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, Will Fuller, j'ai jamais été un grand fan et bon, il a quelques fulgurances, mais oui. Brandon Cooks, tu l'as dit, en effet, il y a des points d'interrogation sur son état de santé global. Oui, bah, voilà. Après, s'ils finissent avec 5 receveurs qui font 500 ou 600 yards à la fin de l'année et que l'attaque est productive, on pourra dire DeAndre Hopkins, c'était une connerie, c'était une cagade d'un point de vue contrepartie. Voilà, je trouve qu'il a fait pire avec J.D. Van Clooney qui a été récupéré contre rien du tout par Seattle. Mais ça, c'est un autre problème. Ouais, non, mais au bout d'un moment, c'est pas un concours aussi, quoi. Je suis d'accord avec toi. Le mec a donné un premier tour pour récupérer Laramie Tunsil et Kenny Stills, et après, il trouve ça normal, lui, de demander qu'un second tour et David Johnson pour DeAndre Hopkins. Oui, écoute, mais après, on va pas faire. Cohérent, oui, c'est pas la preview de Bill O'Brien. Voilà, on va déjà faire son procès, mais oui. Non, et puis on va pas refaire l'intersaison. On en a parlé déjà pendant la free agency. Surtout revenir parce que le point inquiétant, encore une fois, c'est-à-dire que je suis dur avec cet échange-là. Je suis pas fondamentalement inquiet pour David Johnson ou pour la capacité de Deshaun Watson à distribuer. Il y a un problème qui est peut-être justement plus compliqué, c'est celui de la défense. Ils étaient 28e l'an dernier sur les yards autorisés. Ils ont perdu DJ Ryder. Il y a un JJ Watt qui est un risque de manquer plusieurs matchs par saison maintenant. Aussi bon soit-il, ils ont une couverture aérienne qui est très suspecte l'an dernier puisqu'ils sont 29e contre la passe. C'est peut-être ça, au-delà de toutes les discussions qui peuvent nous faire marrer sur Bill O'Brien, c'est peut-être ça le vrai problème de Houston actuellement, Raoul. Ouais, tu l'as dit, JJ Watt, il est très fort quand il est là, mais il faut qu'il fasse 16 matchs, voire plus dans une saison, ça n'a pas l'air gagné. Il y a toujours Whitney Mercilus. Lui, c'est à peu près la valeur sûre, mais quand il est tout seul, c'est plus difficile pour lui. Après, ils ont drafté leurs 2 premiers joueurs sur la ligne défensive, à savoir Jonathan Greenard et Ross Blacklock, exactement. Donc à voir comment ceux-là vont s'intégrer, est-ce qu'ils peuvent tout de suite avoir de l'impact. Moi, de toute façon, la ligne arrière, à part Justin Reed en safety, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Donc, ça va beaucoup dépendre de la capacité du front seven à mettre de la pression sur le jeu de passe pour éviter que les arrières soient trop exposés. Et pour ça, tu as heureusement des linebackers qui sont pas trop mauvais, qui vont pouvoir aider aussi un peu au milieu, Cunningham et McKinnon notamment. Mais voilà, moi je compterais plus sur le front seven pour aller embêter les attaques adverses que sur les comment on appelle ça, lignes arrière. Greg, Ross Blacklock, vous aimiez bien, je crois, pendant la preview draft. C'était toi ou Kevin qui aimait bien? Ah oui, moi j'aime beaucoup Blacklock. Ouais. Qui a quand même fait une année blanche à TCU. Après, qui est parfaitement capable de mettre la pression sur le quarterback, donc en defensive end 34 justement pour s'il y a besoin de suppléer JJ Watt, qui en effet n'a fait qu'une seule saison complète sur les 4 derniers exercices, pardon. Il sera pas de trop. Après, bon, Raoul a globalement bien résumé les forces et les faiblesses de la défense. Selon moi, oui, il y a un deuxième rideau où en effet il y a au moins 3 joueurs sur 4 qui peuvent être performants. Sur les lignes arrière, je le trouve un peu sévère sur Bradley Roby, qui je trouve à Houston démérite pas. Après, bon, ils ont été un petit peu obligés de lancer Lonnie Johnson dans le bain la saison passée avec interférence sur interférence, en tout cas à mon sens. Le poste de strong safety pour remplacer, je sais plus qui est parti, Tashan Gibson peut-être. J'ai pas trop d'assurance. Non, pas du tout. Jalil Addy. Jalil Addy, ouais. C'est lui qui joue à strong safety l'année dernière? En tout cas, c'est le seul safety qui est parti sur ma liste. Donc, mais voilà, reste à savoir s'ils vont remplacer Garon Conley comme ils ont fait pendant les playoffs ou s'ils vont confier ça à Eric Murray qui est pas non plus bluffant depuis son arrivée en NFL. Donc oui, non, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Tout ça, bien entendu, mis en corrélation avec le fait que Romeo Crennel n'est plus le coordinateur défensif de cette équipe, et qu'il y a quand même une petite pression sur les épaules de l'ancien coach de ligne défensive Anthony Weaver. Donc voilà, défensivement, je trouve que cette équipe de Houston faisait bonne figure, hein, au-delà de ces 2 figures de proue qu'on a citées, à savoir Watt et Mercilus. Si les 2 commencent à être un petit peu sur le déclin, je dis pas que c'est le cas de Mercilus, hein, je l'avais annoncé il y a quelques temps de ça, et il a plutôt bien rebondi le bougre, ce que je lui souhaite de nouveau cette année. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de points d'interrogation en défense, avec là encore une attaque dont on le disait. On a beau ne pas être pessimiste, c'est pas pour ça qu'il faut s'attendre à 40 points par match non plus, quoi. Alors le facteur X de cette équipe, Raoul.
Vous allez croire que je radote. Moi, je voyais, comme à Philadelphie, où je l'ai dit l'autre jour, la capacité à rester en forme, parce que c'est malheureusement ce qui a posé problème, et notamment en défense des années précédentes. JJ Watt, en fait, est un facteur X à savoir s'il sera là ou pas. Quand il est là, tu sais qu'il est bon, mais en fait, c'est toujours cette interrogation de savoir s'il peut être là. Et en fait, quand il est là, non seulement il est bon sur le terrain, mais on le sait, et les Texans insistent un peu là-dessus, c'est le leader, l'âme, tout ce que tu veux de cette équipe. Mais le fait est que ça marche et ça fonctionne pour eux. Il insuffle vraiment un truc à cette équipe et à cette défense notamment. Donc moi, je dirais JJ Watt et le fait qu'il soit là ou pas. Greg. Bah écoute, Bill O'Brien. Et on a fait 20 minutes d'émission sur lui, donc à un moment donné, c'est forcément le facteur X. Hein, c'est un peu, c'est qui? C'est James McAvoy dans Split. C'est-à-dire qu'il y a le Bill O'Brien General Manager, il y a le Bill O'Brien coach en saison régulière, il y a le Bill O'Brien coach en playoff. Donc voilà, forcément, quand t'as un coach qui joue sa tête cette année et qui est capable de faire le meilleur et le pire d'un moment à l'autre, j'ai envie de dire, on va pas ressasser ce qui s'est passé à Kansas City en playoff, alors que son équipe semblait quand même globalement maîtriser le match et ce jeu pour le moins pourri sur équipe spéciale. Voilà, pour moi c'est un facteur X indéniable, la faculté à remettre l'attaque dans le bon sens avec le départ de DeAndre Hopkins, bref, ce qu'on a dit tout à l'heure. Facteur X, on peut difficilement en trouver d'autres. J'ai une question, mais tu dis il est capable du meilleur comme du pire. C'est quoi le meilleur? Oh, c'est un coach le meilleur, c'est qu'encore une fois, on lui casse beaucoup de sucre sur le dos. Il y a quand même beaucoup de saisons où Houston fait des années honorables. Moi, l'année dernière, j'étais très sceptique sur ce que pouvait faire Houston. Mais c'est grâce à lui. J'ai été agréablement surpris. C'est grâce à lui. Il est quand même là. C'est quand même le coach. La défense fait quand même bonne figure, même si, encore une fois, Crenel, ces dernières années, c'est moins performant que ce qu'on avait vu avant. L'année ouvrable, j'en parlais lors d'une précédente preview, mais l'année ouvrable est là, c'est pas fabuleux et pourtant l'attaque tourne. Et oui, en effet, il y a beaucoup de retouches avec une ligne offensive aussi poreuse que ce qu'on connaît ces dernières années. L'attaque est pas déshonorante, donc oui, non, c'est pas trop mal. Ok. Moi, Factor X, j'avais la santé de la défense comme Raoul. Je pense que c'est eux qui vont leur donner l'occasion de rester dans des matchs et d'en accrocher quelques-uns. Le calendrier, ce sont eux qui affronteront les Chiefs dans le match d'ouverture de la saison le jeudi 10 septembre. Ensuite, alors c'est pas évident, parce que ensuite ils reçoivent Baltimore, ils vont à Pittsburgh, ils reçoivent les Vikings, ils reçoivent les Jaguars. Ensuite, ils vont dans le Tennessee, ils reçoivent Green Bay, semaine de repos en semaine 8. Direction ensuite Jacksonville et Cleveland, réception des Patriots, déplacement à Détroit, réception des Colts, déplacement à Chicago, à Indianapolis, réception des Bengals et réception des Titans. Donc une fin de saison qui est quand même plus simple avec du Cincinnati, du Chicago, du Détroit, du Cleveland, du Jacksonville. Après la semaine de repos, c'est quand même ça se décante un peu. L'attaque va être costaud, ça va être rodéo quand même. Combien de victoires? C'est le mot, ouais. Combien de victoires pour tout ça? J'hésite entre 8-8 et 9-7, mais je vais rester à 8, je pense. Moi, j'étais... oui. Est-ce qu'ils sont favoris? Non, ils sont pas favoris de la division, quand même. Il y a les Titans et les Colts au-dessus. Ouais, en fait, les Colts, moi, j'avoue que j'ai du mal à voir. Mais en fait, c'est ce qu'on avait dit. On l'avait dit déjà la dernière fois avec les Colts. On l'a dit aussi avec les Titans. Ces trois équipes-là, tout va se jouer. Leur saison va se jouer dans leurs affrontements directs. Et celle qui arrivera à peut-être prendre, un match chez l'autre ou à prendre les deux face à une autre des deux équipes, elle devrait pouvoir prendre la division, mais ça va se jouer entre eux. Allez, 8, je vais aller à 9, allez, tiens. 8-8 pour moi. Donc on a 7, 8 et 9? Non, moi j'ai dit 8. 8, 8 et 9. Allez, moi, je vais être le plus optimiste, finalement. Comme quoi, vous voyez, j'avais attaqué négativement. Finalement, je culpabilise. Je finis un peu plus de manière optimiste. C'est la fin de cette preview des Texans. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram Touchdown Actu en entier. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raoul, merci beaucoup Grégory. On se retrouve demain pour une nouvelle preview et alors on termine avec une fight song. Je peux vous dire, les Texans c'était l'enfer. J'en ai trouvé 3, elles étaient toutes également nazes. Je pense que celle-là c'est la mieux parce que c'est la plus américaine du monde. Tu vois, c'est la main sur le cœur. C'est comme c'est JJ Watt. C'est comme des vrais Texans et voilà, c'est la plus JJ Watt que j'ai trouvée. Je vous laisse vous régaler avec ça. Bonne fin de journée à tous. Ciao ciao. We are the Texans, the Houston Texans.
Texas skies, big Texas pride. Go Texans, go! And we'll fight, fight like Texans. Hail to the Toro, the red, white, and blue. Everybody, we are the Texans, the Houston Texans. Big Texas skies, big Texas pride. Go Texans!